Amis culturels, bonjour et merci d'être des nôtres dans l'émission Cultura. Sur le plateau de l'émission, François Andaï Akira qui nous arrive avec Moana Okwemet, le fétiche et le destin, un récit paru aux éditions Les Lettres Mouchetées il y a de cela quelques mois. Bonjour mon cher Akira. Bonjour Sauvera. Voilà, merci donc de répondre à cette invitation de Cultura. Pour nous partager tous les bienfaits de Moana Okwemet. Tout à l'heure, je disais que c'est un récit qui est paru il y a de cela quelques mois et un récit qui est en train de faire un bon nombre de chemins merveilleux, il faut le dire, autant que le récit est merveilleux. Et il faut dire que c'est un récit qui a connu la préface de Boniface Mongomoussa, un grand critique littéraire congolais, il faut dire francophone, parce que c'est l'un, n'est-ce pas, de l'espace, c'est l'un des meilleurs aujourd'hui dans l'espace francophone. Alors, Moana Okwemet est un récit qui nous place, n'est-ce pas, dans la fin du 19e siècle et tout le début du 19e siècle, mais qui encore, il faut dire, a un répondant aujourd'hui, qui a encore toute sa teneur aujourd'hui, toute sa fraîcheur, il faut le dire, aujourd'hui, Moana Okwemet. Comment vous en êtes arrivé là, mon cher Andaï Akira? Bien, merci une nouvelle fois, mon cher Sauvera. Comme vous dites, le récit encore tout son répondant aujourd'hui. En fait, il s'agit, c'est vrai, d'un récit, mais d'un roman historique. Il a tout son répondant aujourd'hui parce que nous nous sommes projetés dans le passé. À la fin du 19e siècle, avec l'arrivée des Français sur la Lima, dans le bassin de la Lima-Kénie, et les débuts de la colonisation française, des débuts violents, et qui ont bouleversé complètement toute la donne historique depuis nos aïeuls jusqu'à l'arrivée des Français. Et donc toute cette donne historique, nous ne l'avons pas, notre jeunesse ne l'a pas. Et encore que moi-même personnellement, j'ai fait une découverte en lisant un manuscrit que Monseigneur Benoît Gatsongo, Père son âme, avait laissé, et qui décrit par le menu ce qui s'était passé à cette époque, à partir de 1908 jusqu'à la colonisation, comment la colonisation s'est développée entre les rivières Alima et Gamboma. Pour situer les gens, c'est entre Oyo et Gamboma, donc entre la Lima et la Kénie. Comment elle s'est concrétisée sur le terrain, quels furent ces drames, quels furent ce que les gens n'avaient jamais connu de mémoire d'humain. Oui. Et donc c'est ça. Il faut dire les fortes résistances en fait, parce que ça rend compte également des résistances dont d'aucuns, n'est-ce pas, n'ont vraiment pas connaissance. Parce que c'est assez difficilement, n'est-ce pas, qu'on parle des résistances à l'arrivée, n'est-ce pas, à la pénétration européenne, à la pénétration française dans cette zone géographique en fait. Exactement, c'est à juste titre les universitaires de notre université, la notre Alma Ata Mariangwabi, sous la houlette du professeur Norbert Gambek, avait souligné cela et fait du livre de Monseigneur Gatsongo, Conquête et résistance et terreur dans le bassin de la Lima-Kénie, un livre de référence à l'université Mariangwabi en LMD. Pourquoi? Parce que, effectivement, comme vous le dites si bien, dans tous les récits, cette partie de l'espace congolais n'est pas connue en tant qu'espace ayant opposé une résistance à la pénétration européenne. À la pénétration européenne, oui. Et donc, tous les drames vécus, les drames humains, tous les drames vécus n'ont jamais été répertoriés, connus, ainsi de suite. Et toute la mémoire de cet espace n'a jamais été, n'est pas connue. Voilà, la mémoire historique, la mémoire de cette résistance n'est pas connue. Et comme je vous disais, les drames, les tragédies qui se sont jouées, parce qu'il s'agit d'une affaire d'homme à d'homme. Imaginez-vous des étrangers qui arrivent, qui imposent par la force leur manière de voir et qui malmènent la population sur une très longue période. Cela n'est pas connu. Donc, l'un des moments de ce livre, c'est justement de faire que la jeunesse d'aujourd'hui ne puisse pas oublier ce qui s'est passé. Et on ne peut construire le pays un pays qu'en connaissant son avenir et son passé. Sans passé, oui. Sans passé, il n'y a pas d'avenir. Oui. Alors, c'est en cela que j'apprécie beaucoup et j'adhère à cette finalement perception de Boniface Mongomoussa, qui est votre préfacier, qui convoque en fait ici
Faulkner qui nous dit ceci: le passé n'est jamais passé. D'ailleurs, il n'est même pas passé. Voilà. Le passé n'est jamais passé. D'ailleurs, il n'est même pas passé. Et c'est en fait cette convocation de Faulkner qui introduit finalement votre récit, est très bien parce que vous nous ramenez dans cette période coloniale et précoloniale, mais également une période, il faut dire, ce récit va également nous rendre compte, n'est-ce pas, finalement du démarquage, il faut dire, finalement de cette séparation il faut dire, du monde ancien, oui, dans cette zone géographique, oui, et du nouveau monde en fait qui démarre. Exactement. Donc il y a la ligne en fait de démarcation, qui est tracée nettement et qui rend compte finalement de tout le vécu de cette époque avec le grand personnage que nous avons, Obambe Mbundje, qui est le grand résistant et on sait finalement, on apprend comment il perd, n'est-ce pas, il rend sa vie, il perd sa vie, et avec la naissance également d'Okweme, Moine Okweme, qui finalement nous rend compte également des bienfaits, sinon des valeurs positives du fétiche Okweme. Oui, vous savez, l'historien grec Hérodote avait été surnommé le père de l'histoire, parce qu'avant lui, toute l'histoire grecque et passée n'était pas connue, avant Hérodote. Et le grand juriste latin, j'oublie maintenant son nom, le grand juriste et orateur latin, c'est lui qui va le surnommer par le père de l'histoire. Mais c'est comme dans le bassin de la Kénie, de la Lima Kénie, Monseigneur Gatsongo, en fait, le père de l'histoire. Il est l'Hérodote parce que, grâce à lui, je peux vous dire que quand j'ai lu le manuscrit, l'émotion qui m'avait envahi, je ne pouvais pas comprendre ce qui se passe, que nous avons eu un passé, en fait, je dirais glorieux. Nous avons eu un passé, des noms qu'on ne connaissait pas, qui ont surgi, hein, c'est-à-dire que toute l'épopée de l'arrivée des Français qui est racontée par le menu avec beaucoup d'émotion. Voilà, oui, mais il faut dire, parce que c'est au passage également de votre récit, pour ne pas dire de votre roman historique, que le monseigneur Benoît Gassongo, que vous mentionnez, est également un des témoins à cette époque, parce qu'il est arrivé, n'est-ce pas, dans la maison, dans la case de Bambé. Il est né en 1910. Il était né en 1910. Donc en fait, il assiste également à la mort, au décès, disons, non, à la mort. Il était encore bébé à cette époque-là. D'accord. Il est né en 1910. L'attaque a eu lieu le 13 octobre 1911, donc il avait un an. Un an à peine. D'accord. Voilà. Mais par contre, il y a... De bouche à oreille, comme on dit, il a su... Il a grandi dans cette atmosphère. Dans cette atmosphère familiale, il a grandi parce qu'il y a eu une tragédie familiale. Il y a ses deux oncles qui étaient morts pendant l'attaque. Et donc lui-même, il dit qu'il avait failli laisser sa vie, toute sa famille d'ailleurs. Donc lui, il a vécu ça dans sa chair et toute sa vie, il va le raconter, ainsi de suite. C'est même ce qui va formater quelque part sa mentalité, je crois. Voilà. Alors je vais lire l'incipit de votre roman historique, mon cher Anda Akira. Il était une fois Bélé, la cité aux 1000 clameurs, située au sud de la rivière Alima, dans l'actuel district de Ngoni, au centre-nord du Congo. Au carrefour du 19e et 20e siècle, la notoriété de Bélé était un cran au-dessus des autres villages du peuplement Moshi du bassin des rivières Alima et Kéni. À cette époque, cependant, Bélé ne pouvait rivaliser avec les cités mastodontes comme Ngele Okassa, Abombongo, Afeme ou même Epungu, Epugnou, dont l'immensité laissait les pèlerins sans voix. Bélé devait sa renommée à la présence d'un homme dont la popularité avait brisé le masque étroit d'un huis clos villageois pour se répandre aux quatre coins du territoire. Cet homme s'appelait Obambe Mbundje. Il était connu au-delà des deux rives de la Lima à travers l'association de son patronyme au toponyme de son village. On l'appelait Mbundje au Bélé, Mbundje de Bélé. Je m'arrête là, mon cher Andaï. Cette très belle introduction, il faut dire, qui a toute l'allure d'un récit, qui a toute l'allure d'un conte, puisque le terme introductif, c'est « il était une fois », qui nous place pleinement dans le conte.
Oui, l'un des critiques d'ailleurs de cet ouvrage l'appelait par un conte fabuleux. Notre ami Bedel Baouna, Bedel Baouna, oui. oui, il a placé sous l'angle d'un conte fabuleux. Effectivement, j'ai cru que pour être plus proche des lecteurs, j'ai pensé que pour rendre effectivement cette histoire se passer, il fallait le prendre sous l'angle du récit, du conte. D'accord. Hein, voilà, d'un conte, et pour que, enfin, toutes les tragédies qui se sont jouées puissent se répertorier sous cet angle-là. Vous savez, un conte n'a pas toujours la même valeur que quelque chose qui se produit aujourd'hui. C'est ça même. Voilà. Oui. D'accord. Alors, parlez-nous finalement de Moine. En fait, l'histoire de Moine Okweme met en valeur deux personnages. Deux personnages, en fait, deux principaux personnages pour moi. C'est d'abord Obambe Mbundje, ok, qui est finalement le patriarche ici, qui est l'homme, n'est-ce pas, l'homme des terres, et Moine Okweme, finalement, qui naît de l'union de Bambe Mbundje et les Bombo, mais qui, ma foi, donne finalement l'allure de tout ce que vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous parlez du conte fabuleux, en fait, il y a du conte fabuleux. Donc, c'est partant de ces deux personnages, en fait, Moine Okweme et Obambe Mbundje, mais on sait qu'Obambe Mbundje va mourir, finira par mourir avec la pénétration européenne, mais qui laisse, en fait, sur les 100 et quelques pages, en réalité, toujours le parfum, il faut dire. On a le parfum de la présence de Bambe Mbundje. Tout le long du livre. Tout le long du livre, en réalité. Tout à fait. Alors, donc, Moine Obambe Mbundje avait 14 épouses. Et de ces 14 épouses, il avait eu 17 enfants, dont Moine Okweme, qui avait la particularité de naître comme 11e tentative du ventre de sa mère, Lembo. Sa mère s'appelait Lembo, et cette Lembo était fille unique de sa maman, Moëla. Elle avait fait 10 fausses couches. À la 11e tentative, elle est née le jour où Obambe Mbundje, qui était un homme multicarte, il était en même temps, elle avait commencé comme forgeron, il était guérisseur, et il avait le savoir-faire, il avait l'art de mettre en place un fétiche qu'on appelait Okweme, qu'on appelle toujours Okweme. Et Okweme a la qualité de venger toute personne qui innocemment a été attaquée, atteinte, hein, dans son intégrité. Par exemple, si on vous vole quelque chose de valeureux, on vous vole quelque chose. En fait, vous dites que c'est le fétiche de la justice, en fait. Exactement. Le fétiche de la justice. Exactement. Et Obambe Mbundje avait le savoir-faire de ce fétiche-là. Il se trouve que le jour où il était dans le sanctuaire, en train parce qu'il avait été consulté par des gens pour monter ce fétiche, et donc pendant qu'il était en consultation dans le sanctuaire, à sa sortie, on lui dit que sa femme vient d'accoucher d'une fille. Il s'exclame, dit tiens, Lembo, qui depuis 1000 tentatives, on n'arrive pas à avoir un enfant, cet enfant, je le place sous le nom de Moine Okweme, donc l'enfant du fétiche, pour que tous ceux qui attenteront sa vie auront pour leur compte. Ça veut dire que c'est risqué. Autrement, il y a une vengeance déjà préméditée qui est là, qui est l'intégrité morale, physique. Voilà. Et de ce fait, en fait, Moine Okweme devient même l'incarnation de la justice. Elle devient l'incarnation de ce fétiche de la justice. Ouais, de la justice. Oui. Voilà. D'accord. Alors, une lecture prise au hasard comme ça, mon cher Andaï, et vous aurez commenté juste au bénéfice de notre partage. Bien. Alors, je vais prendre justement là le moment où ce fétiche Okweme rentre en action. Donc, lorsque Moine Okweme est captive et puis prisonnière par des Mbolombolo, c'est l'époque, Moine Okweme, sa maman est allée consulter l'un des assistants de Moine Okweme de l'époque, et donc elles sont plaintes en disant, dans quelques heures, ma fille deviendra la compagne d'un inconnu barbare
qu'il arrache à notre affection par la force des armes. Oh, quelle pression diabolique n'a-t-on pas mis sur les épaules de ce malheureux Ibar Nguéné pour qu'il se plie à cette forfaiture. Le voilà en train de quitter le village une nouvelle fois en signe de protestation. Et ma pauvre fille doit maintenant payer le tribut de Belay à son ravisseur cannibale. Les corvées, les déportations, la récolte de caoutchouc, les palmistes et toutes sortes d'impôts. Tout ça sur le dos de ma petite moine au Kweme. Pourquoi? Mon Dieu, hier, son père paya de sa vie le refus de concéder l'impôt que les Ebami, c'est-à-dire les Blancs, exigeaient des habitants de la terre embauchée. Aujourd'hui, c'est à la fille de payer de son corps au Mbolombolo le tribut que les Ebami exigent de son village. Voilà, la boucle est bouclée. Aux Ebami, le sang du père, au Mbolombolo, le corps de la fille. Alertés par les éclairs de voix, les deux épouses de Kama et leur suite se joignirent à Alembo et sa fille qu'elle tentait de consoler. Dans la série des malheurs qu'elle avait endurés, celui-ci était le malheur de trop. On lui volait sa fille, son unique enfant, l'espoir de sa vie. Dans les oreilles du féticheur, chaque mot, chaque phrase, chaque sanglot de Lembo retentissait comme une impérieuse et pressante demande d'explication. Ok, merci, mon cher André. Alors, pourquoi ce choix et dites-nous, pourquoi le choix de cet extrait? Voilà, le choix de ces passages est dû au fait que Moine Kweme vient d'être ravi, c'est-à-dire que les Mbolombolo, il y a l'un des Mbolombolo qui avait jeté son dévolu sur Moine Kweme pour en faire sa femme. Et les villageois se sont opposés, mais la force des âmes n'a pas été égale. Et voilà donc, tôt le matin, après donc que l'acte de donner Moine Kweme aux miliciens a été déjà irrévocable, sa maman est allée voir... Irrévocable par la population. Parce qu'il faut dire, en fait, c'est la population. Il y a eu, en fait... comme qui dirait, la voix du peuple qui s'est prononcée pour dire que Moine Kweme devait partir. Oui. Parce qu'il y a eu une forte, en fait, il faut dire qu'il y a eu de gros palabres autour de ça, et on sait que le côté du clan ne voulait pas en réalité que Moine Kweme parte. Oui. Donc il faut quand même signaler ce préalable. Tout à fait. Il faut signaler ce préalable. Et formidable d'ailleurs, tout à fait. Oui. Pourquoi? Mais parce que... Et ce que j'aimerais en fait que nous signalons à ce niveau, mon cher Andaï, avant d'en arriver là, c'est de signaler que Moine Kweme, pendant longtemps, a repoussé toutes les avances, n'est-ce pas, des hommes qui se sont présentés, tous les prétendants qui se sont présentés. Tout à fait. Et finalement, il y a en fait une chose très intéressante que le narrateur annonce dans ce récit, c'est qu'il y a comme ça, parmi les habitants de Belay, il y a un qui a prophétisé que si un jour Moine Kweme ne se marie pas à Dieu lui-même, elle finira par se marier au diable. Oui, et après, c'est l'un des prétendants. Bon, voilà, c'est l'un des prétendants. Et finalement arrive exactement. Donc j'aimerais bien quand même que ce préalable soit notifié. Merci. Pour que l'on trouve tout l'intérêt de l'extrait que venait de donner lecture. Voilà, donc l'un des prétendants, effectivement, débouté par Moine Kweme, dit, mais dis donc, elle refuse tous ces nobles et beaux prétendants, mais je vous dis que si, dans quelques jours, elle ne se mariait pas avec quelqu'un, avec Dieu, ben, elle se mariera pas avec le diable avec lui-même. Le diable. Et le diable, justement, est arrivé. Avant que le diable n'arrive, il faut dire que quelques jours, quand même, Dieu s'est présenté. Parce qu'on sait qu'il y a un prétendant qui est arrivé avec des très beaux cadeaux, n'est-ce pas, qui ont finalement, qui ont eu en fait l'assentiment de tout le monde. De tout le monde, d'abord Moine Kweme elle-même, et Nguéné, son grand frère. Voilà, et tout le monde a pensé que le Dieu était arrivé. Tout à fait. Bon, et la veille des noces, on sait que finalement, c'est le diable qui se présente. Voilà, la veille des noces, c'est maintenant les Mbolombolo qui viennent de force et qui s'imposent par la force. Qui imposent leur dictat, en fait. Ils menacent de déporter tout le monde au CFCO. Et le CFCO, à l'époque, c'était vraiment un pays inconnu, c'est-à-dire ceux qui partaient revenaient, soit ne revenaient pas, soit ils revenaient comme des squelettes, ils mouraient après. Et donc, la population, sous cette menace, s'est dit, non, dis donc, mais cette dame, il y a eu tout un tas de prétendants, elle a toujours refusé, elle a fétichisé son corps,
voilà que nous ne voulons pas aller mourir pour Voilà. elle. Hein, Et effectivement. donc, juste le refus de Moine Okweme allait être l'objet de fortes sanctions qui allaient tomber sur les habitants de Belém. Oui. Et donc, Belém allait en fait aller se voir incendié, massacré, rien que pour le refus de Moine Okweme, n'est-ce pas, de répondre positivement aux avances des miliciens. de Bakoyo, en fait, le Ouais, milicien, en fait, centrafricain. Bakoyo. Bakoyo. Bakoyo, tout à fait, tout à fait. Et voilà, donc le passage que je suis en train de lire, c'est l'un des moments où celui qui, dans le passé, avait assisté au Bamembunje le jour de la naissance de Moine Okweme, elle avait assisté pour la confection du fétiche. Donc, il est entre la suite. Oui. Dans la suite, il dit que calmez-vous, soyez rassurés, le fétiche Okweme est infaillible, que la personne qui nous ravit aujourd'hui de force, Moine Okweme, ne sait pas ce qu'il fait. Il vient de se mettre de charbon ardent sur sa tête et que son corps pourrira parce que le fétiche réagira contre lui. Effectivement, c'est ce qui s'est passé dans la suite. Alors, mais il y a cet élément, mon cher Anda Akira, mais également, il faut mentionner, il faut notifier quelque chose d'assez intéressant, parce que c'est un élément aussi qui aura des conséquences à l'avenir, c'est qu'on a, on a mis, en fait, à côté du fétiche au Kweme, il y a eu également l'élément de la vipère à double corne, en fait. Tout à fait. Mais alors. j'aimerais lire ce passage parce que je trouve que c'est l'un des plus intéressants d'un point de vue poétique. Et, oui, très bien. Vraiment. Et donc c'est un élément en fait qui aura ses conséquences et qui agira sur finalement la santé de Bakoyo. Tout à fait. Alors, où est donc passée la magie protectrice de votre fétiche? Pourquoi n'a-t-il pas caché le visage de ma fille à son ravisseur? Pourquoi n'a-t-il pas déjoué ses plans comme il confondait jadis les funestes dessins de misérables esclavagistes? Le thaumaturge restait silencieux. Le discours larmoyant et la véhémence de la veuve d'Oba Mbunze le bouleversèrent profondément. L'évocation de la mémoire de son maître et le lien entre son martyr et l'épreuve que subissait sa fille orpheline achevaient de le peiner. Il sentit ses yeux s'embuer, ses forces défaillir et dut lutter pour ne pas fléchir. Face au sort qu'un des sans appel paraissait avoir jeté sur Moine Okweme, il était demeuré impuissant comme le reste du village, condamné à subir la loi du plus fort. En revanche, sur l'article du fétiche, objet de pressante interrogation, Lembo l'entendit murmurer à son intention, le regard lointain, des paroles qu'elle se mit à boire à l'entrée. Femme, soyez rassurée. Le veilleur Ambolo qui j'ai dit, prédit avec justesse le sexe de ton enfant, prophétisa aussi que Moine Okweme vivra 100 ans sur cette terre. Crois-moi, il en sera ainsi. Le fétiche Okweme est le gardien du feu des origines qui anime le corps de ta fille. Quelque cruelles que seront les épreuves de sa vie, le fétiche sera toujours à ses côtés pour l'épargner. Le terrible épisode de ce jour dont nous sommes témoins, impuissants, ouvre une nouvelle page au destin extraordinaire qu'O Serengwaka, l'ancêtre éponyme de son clan, a réservé à ton enfant. Rassure-toi, elle surmontera cette épreuve car le fétiche Okweme est infaillible. Ce fétiche a été et sera le gardien vigilant de son destin. Il aplanira les obstacles et déjouera les ruses et les traquenards dressés sur son chemin. En vérité, le vanité qui croit nous l'arracher ce matin, de faire ses risques et périls. Il s'est mis des charbons ardents sur la tête. Tout à l'heure, à l'aube, le chant de la vipère à deux cornes a éclipsé tous les coqs de ce village. Elle a chanté 3 fois de suite. C'est le signal de sa marche. Certes, des années passeront encore, mais il viendra le temps où la vipère pourrira le corps du ravisseur que nous l'a volé ce matin. Et de manière... Merci mon cher Andaï. Alors voilà, partage-nous finalement toute la teneur de cet extrait. Oui. Pourquoi? Voilà, parce que vous avez et de manière générale. Oui, on va sortir de la lecture. Je voulais après que vous commentiez un peu le passage. Oui. Les amis téléspectateurs auront la latitude de lire l'extrait, puisqu'il faut dire que Moine Okweme, le fétiche et le dessin, c'est un merveilleux récit qu'il faut lire. Et en tout cas, je vous le recommande. C'est très intéressant, il faut dire, un conte fabuleux et merveilleusement écrit et merveilleusement raconté. Et alors, là, nous sommes justement en plein, là où le fétiche Okweme monte, c'est-à-dire l'un des concepteurs de ce fétiche,
qui a assisté au Bamembunze. Bamembunze étant plus vivant depuis longtemps, parce que nous sommes là 14 ans après les faits, qui dit que le fétiche agira. Et que même si Moana Okweme nous est arrivé aujourd'hui, le fétiche agira. Pourquoi? Parce que ce matin, à l'aube, il a entendu le chant de la vipère à double corne qui a éclipsé tous les coqs du village. Et il y a effectivement une légende comme ça, qu'il y a des vipères qui ont double corne qui chantent. Et ces vipères ne chantent pas n'importe comment. Or, le jour où Lembo est allé consulter le Ikamaoui, le féticheur, l'un des assistants de Obamembunze, dit que ce matin, la vipère à double corne a chanté et a éclipsé tous les coqs du village de Belay. Voilà. Ça veut dire qu'il est en marche. Voilà. Et ça veut dire que la protection de votre fille est en marche. Voilà. Et justement, également, l'une des prophéties qui a été dite à cet instant, c'était que Moana Okweme devait vivre 100 ans. Et l'on sait qu'elle a vécu également 100 ans. Oui. Et c'est bien mentionné, c'est bien vérifié qu'elle a vécu 100 ans. Oui. Et il nous a laissé 2 enfants. Et les 2 enfants, c'est Lucie et Robert. Et Robert qui vivent. Vous le certifiez. Lucie est décédée, c'est ce que vous mentionnez. Lucie et c'est Robert qui est encore en vie. Oui, et pour avoir assisté à la présentation de votre ouvrage, j'ai vu Robert. Oui, il a eu 75 ans le 10 août. D'accord. Alors, également, il faut dire que dans ce récit, ce n'est pas seulement finalement ces éléments que nous avons mentionnés, de la pénétration européenne et tout, mais il y a également, c'est la présence, n'est-ce pas, il faut dire c'est le partage de toute la dimension artistique, folklorique un peu, de cet espace géographique. Et vous présentez la culture mondo, ou la danse mondo, comme, n'est-ce pas, oui. l'une des cultures en fait, traditionnelles également qui tenait cet espace. Donc il faut dire réellement il y a un grand partage sur le plan culturel. Il n'y a pas que finalement ce qui précède sur le plan politique et tout, mais également il y a un grand partage. Il faut dire c'est tout le vécu de Belay qui est partagé ici dans cette ligne de démarcation que nous avons mentionnée, il faut dire dans cette période que nous avons dite fin 19e siècle et début du 20e siècle. Oui, s'il vous plaît, avant de revenir à l'élément culturel, folklorique de cette terre, oui. J'aimerais... alors, il nous reste 2 minutes, mon cher Andaï. J'aimerais souligner que le récit également parle de la période esclavagiste, oui. Parce que jusque dans les années 20, malheureusement, l'esclavage continuait toujours dans le dos des Français. Et Moana Okweme elle-même avait failli être vendue comme esclave. C'est l'un des moments même de sa protection. Oui, c'est un moment pathétique également que l'on vit dans le récit. Voilà. Non, pour revenir au Mondo, c'est l'un des plus spectaculaires folklore de notre pays, le Congo. Oui, c'est ce que vous mentionnez. Oui, et c'est l'un des plus spectaculaires en termes de la conception de ces masques, en termes de l'exécution de ces mouvements, en termes également de, on va dire, le côté, non, pas seulement spectaculaire, mais chorégraphique, vous voulez dire. Exactement. Côté chorégraphique. Exactement. Oui. C'est un coup de que je jette d'ailleurs à l'actuelle ministre, Madame Lydie Pongo, parce qu'il fut un moment, elle et moi, on avait conçu un projet sur le monde qu'il faut populariser, qu'il faut montrer à toute la population du pays, parce que c'est un élément culturel extrêmement important. Vous avez entendu dernièrement, on a parlé du Nyege au Ouganda, qui attire des foules, qui viennent de 300 000 visiteurs, c'est pas petit. Le monde est capable de le faire, parce qu'en 100 ans, il déplaçait des villages entiers. Des villages entiers. Vous avez vu la description concernant, par exemple, Dimlembovo et son compère, oui. qui gesticulait complètement à poil. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais néanmoins, c'est toujours un folklore qui attire des masses, des populations. Et je suis sûr et certain que, mis sur le plan de la modernité, le monde fera vraiment de cet espace culturel un centre touristique très important. Merci mon cher François Andaï Yakera, merci pour le partage de Moana Okweme, le fétiche et le destin. Un récit fabuleux, un conte fabuleux, un récit merveilleux qui se situe, n'est-ce pas, il se situe à cheval, il faut le dire, entre la tradition et la modernité, entre
le 19e siècle et le 20e siècle, mais c'est un vrai partage au niveau culturel, c'est un vrai partage au niveau politique également, c'est un vrai partage, n'est-ce pas, au niveau de ce qu'ont été les résistances dans cette zone géographique, nous l'avons mentionné, n'est-ce pas? Et merci pour ce partage, parce que là également, vous contribuez, n'est-ce pas, au partage mémoriel de cet espace géographique. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose que la postérité aura retenu de François Ondage Akera. Merci, cher ami. C'est moi qui vous remercie, mon cher Gérard. Je crois que ce ne serait pas la dernière fois que nous nous retrouverons parce qu'il y a d'autres livres qui attendent. Ben voilà, vous serez toujours le bienvenu sur le plateau de Cultura. Amis culturels, par ces mots, je vous dis merci et passez une très belle journée dans vos foyers respectifs. Nous prenons rendez-vous pour samedi prochain, 14h30. Merci.